Les États-Unis pendant les Roaring Twenties. Après la Première Guerre mondiale, une tentative de préserver la paix en Europe avec le traité de Versailles et la création de la Société des Nations est évoquée. Mais le Sénat américain, qui ne veut plus revivre la Grande Guerre, refuse de ratifier le traité et d'adhérer à la SDN. Les États-Unis s'éloignent alors de leur politique interventionniste pour venir à une politique qualifiée d'isolationnisme, avec la notion d'Amérique aux Américains. Les années allant de 1919, la fin de la Grande Guerre, 1929, caractérisée par le crash de Wall Street, suivi de la Grande Dépression, connaissent suite à ça une forte croissance dans de nombreux domaines. Malgré tout, certains problèmes surgissent au travers de ces Roaring Twenties et des fractures se forment. On parle alors d'une Amérique à deux vitesses et un fossé sépare la société américaine. Tout d'abord, d'un côté économique, il y a comme une sorte de deuxième révolution industrielle. L'électrification des industries reprend peu à peu après la guerre, les machines à vapeur deviennent peu à peu obsolètes à leur tour. En plus de cela, deux innovations industrielles vont permettre une augmentation de la production. Premièrement, le taylorisme se généralise en 1920. The Principle of Scientific Management, livre publié par Frederick Winslow Taylor, a pour but d'étudier les mouvements faits par l'ouvrier pour les rendre plus rapides et plus efficaces. Deuxièmement, le Fordisme, introduit par Henry Ford, est un modèle d'organisation regroupant le taylorisme et les nouvelles chaînes de production disponibles grâce à la mécanisation. L'industrie de l'automobile profite beaucoup de ces nouvelles innovations et est souvent utilisée comme image représentant celle-ci et l'avancée industrielle avec la fameuse Ford T, voiture représentative du mode de vie américain à l'époque, et ses chaînes d'assemblage. La notion de Big Business est aussi introduite par Herbert Hoover, ministre du Commerce de 1921 à 1928, où il sera ensuite élu président des États-Unis. Elle encourage à la concentration économique, aux petites entreprises de se regrouper et de former une seule et même grande entreprise dans l'idée de regrouper un service à une entreprise dédiée et non plusieurs. Mais d'un autre côté, une crise de surproduction éclate entre 1920 et 1921. Suite à la guerre, la demande a diminué et le pouvoir d'achat aussi. Les industries se renouvelant voient alors une légère surproduction qui s'atténuera naturellement toute seule. Mais d'autres domaines comme l'agriculture prennent du retard. Ils ne vont pas connaître cette période dite de prosperity. Mais ce n'est pas le seul. Les domaines du textile et de la sidérurgie vont aussi connaître un léger déclin comparé au reste. Ensuite, d'un côté sociétal et culturel, c'est là où la fissure qui sépare les Américains est le plus présente. Suite à la croissance industrielle, la société de consommation de masse se met en place, le pouvoir d'achat augmente suite au taylorisme et au Fordisme, un étalement urbain se produit et des banlieues commencent à apparaître grâce à l'automobile qui permet des déplacements sur des distances plus grandes, ainsi que l'électrification et la modernisation des foyers qui permettent un confort de vie éloigné du centre-ville. Celui-ci se voit redécoré de gratte-ciel qui étaient apparus avant la guerre et qui peuvent de nouveau être construits après celle-ci. C'est un nouveau mode de vie pour les Américains. De plus, les femmes américaines obtiennent peu à peu le droit de vote grâce au 19e amendement de 1919 et les élections présidentielles de 1920 sont les premières où elles peuvent voter dans tous les États. Elles connaissent aussi une certaine émancipation. Les mœurs se libèrent, les divorces sont plus communs et l'âge de mariage recule sans briser l'image traditionnelle d'une famille américaine. La flapper fait son apparition. C'est une femme plus libérée qui porte des robes plus courtes qui montrent les genoux avec des cheveux courts à la garçonne, souvent une coupe au carré au niveau des oreilles. Elle sort pour danser et elle fume en public. Les arts connaissent eux aussi des changements, avec du côté de la musique l'apparition du jazz, du blues ou du gospel, ces genres musicaux issus de la culture afro-américaine avec des artistes comme Louis Armstrong qui va devenir célèbre dans ces années-là. Ou encore le cinéma qui connaît l'âge d'or hollywoodien avec Charlie Chaplin par exemple. À l'époque, 4 Américains sur 5 va au cinéma toutes les semaines. Mais d'un autre côté, certains sont délaissés de sa dite prospérité. Une partie de la population reste touchée par le chômage, des inégalités de genre telles qu'une différence entre les salaires est déjà présente à cette époque. Les inégalités raciales sont évidemment présentes. Les personnes de couleur et les immigrés récents qui fuient le pays détruit par la guerre se retrouvent comme les agriculteurs, épargnés par la prospérité.
ils ne peuvent pas s'offrir le mode de vie américain. De plus, un quota d'immigration de 3% est mis en place par le gouvernement à partir de 1921 et en 1924, les populations asiatiques sont toutes refusées aux États-Unis selon le Johnson-Reed Act. Un pays dont l'histoire est basée sur l'immigration se voit ici tourner le dos à celle-ci. Mais c'est aussi la période du retour du Ku Klux Klan, ainsi que ses pratiques violentes. Ce sera aussi son apogée avec le nombre de membres associés à celui-ci qui aurait atteint environ les 8 millions dans les années 1923 et 1924. Enfin, il ne faut pas oublier la prohibition qui a eu lieu au milieu des Roaring Twenties. Il était interdit d'acheter, de vendre ou de consommer de l'alcool suite au 18e amendement en 1919 et la loi Volstead de 1920. La société américaine se divise alors en deux camps, les dry ou les secs qui sont pour la prohibition et les wets ou les mouillés qui sont contre celle-ci. Pour remédier aux contraintes de la prohibition, des speakeasies, des bars clandestins en association avec les bootleggers, des spécialistes de la contrebande d'alcool pendant la prohibition, sont très vite mises en place. Celle-ci prend fin en 1933. Malgré les avancées dans certains domaines qui prouvent de la puissance des États-Unis et sa capacité à se relever après la guerre, certaines séquelles étaient inévitables et les fractures entre la libération des mœurs et un retour aux traditions dans la population montrent comment la guerre a affecté cette puissance pourtant non touchée sur son territoire. Et le crash de 1929 mettra fin à ces années rugissantes.